toute l'année, on va vous présenter des expositions, des rencontres, différents événements, tout un programme très riche qui, j'espère, vous plaira. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook du 32 bis et sur Instagram. Et laissez aussi votre mail dans les fiches contacts qui sont au rez-de-chaussée si vous voulez recevoir notre newsletter. Cette exposition a été préparée en collaboration avec Leila Hadria Édition, à partir du livre Wird qui est ici présenté. Et on remercie grandement le musée Leila Hadria à Djerbak. Je vous recommande grandement de visiter. C'est une collection d'art islamique vraiment superbe. Et on a eu l'honneur de recevoir en prêt une série d'objets anciens liés au culte soufi que vous avez pu découvrir en bas également. L'idée de ces rencontres qui vont se répéter le plus souvent possible, c'est vraiment de créer un moment convivial de rencontre et de discussion. Donc sentez-vous totalement libre de prendre la parole à n'importe quel moment de la rencontre, de la discussion. C'est un échange avec le public, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, faire des remarques. Mohamed Ali va introduire la discussion et modérer la conversation, mais c'est vraiment un moment d'échange entre nous. Voilà. Donc sentez-vous libre et merci encore d'être venu. Et puis on procédera juste après la discussion à une séance de dédicace et une petite collation. Voilà, je laisse la parole à Mohamed Ali, que je présente au passage, qui est historien de l'art, critique et artiste, professeur aux Beaux-Arts de Nebel, et qui fait aussi partie de l'équipe du 32 bis, qui s'occupe principalement de toute la partie scientifique du programme artistique, du programme d'éducation artistique et culturelle, puisqu'on va ouvrir une médiathèque ici même, spécialisée en art contemporain et en art moderne, principalement concentrée sur les Suds, et plus particulièrement sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc voilà, vous serez les bienvenus. Ce sera ouvert probablement à partir de la rentrée prochaine, donc automne 2022. Voilà, je vous laisse la parole et merci. Merci Camille, bienvenue tout le monde. Bruno, on est très content de t'avoir à Tunis, toi qui es un peu partout autour du monde, et le livre en donne un peu témoignage. Et ce qui impressionne déjà au début, dès le départ, c'est cette exploration qui est vraiment partie quasiment, je ne veux pas dire aux quatre coins du monde, mais vraiment partout dans le monde pour rencontrer le soufisme. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu as tracé tes pérégrinations ou tes explorations, comment un lieu appelle un autre lieu, comment tout ça s'est fait. Voilà. Bonjour à vous. Alors, comment dire, franchement, est-ce qu'il y avait un plan? Il n'y avait pas de plan. Tu me poses la question, alors, que dire? J'ai agi un peu comme un derviche, en fait. Hein, j'ai agi un peu comme un derviche. Un derviche, c'est un héron, tueur. Ça, du moins, c'est au début. Au début, la réflexion est vierge, le sujet est méconnu. J'allais au gré des envies de pays à découvrir. Au fur et à mesure de mon avancement du travail et de la découverte des différentes filiations des confréries, après, j'ai agi d'une manière, comment dire, historique. Exemple, si tu vas en Turquie, il y a ce qu'on appelle les Maoulani, communément derviches tourneurs, mais le vrai nom, c'est les Maoulani. T'es à Konya, Jalaluddin Rumi, XIIe siècle, qui est le maître de Jalaluddin Rumi, Shamsuddin Tabriz, qui est à Multan au Pakistan. Donc en fait, c'est un peu comme le petit poussé, tu sèmes comme ça des petites pierres
de connaissances, de lecture, de rencontres aussi, de filiation, et tu développes une espèce de celle-ci-là qui elle-même est inscrite aussi dans le hasard. Après, si tu vas pour un support donné en presse, parce que j'étais reporter aussi à ce moment-là, si je vais en Asie centrale, je sais que, exemple, en Ouzbékistan, on dit, bah tiens, il y a la Naqshbandiya, dans un village qui n'est pas loin de Bukhara, tu rends visite, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est réellement, comme dans le soufisme, c'est des filiations, des salsilas. La salsila, c'est une chaîne de communion, de communication, d'enseignement, d'appartenance. Et est-ce que je l'ai développé réellement avec une pensée scientifique en me disant je fais ça et ça par rapport à telle et telle école de pensée ou d'histoire? Je ne pense pas. Sinon, rapidement, je me rends compte que les ordres soufis sont multiples. C'est un peu comme une toile d'araignée, une pyramide, ça part dans tous les sens. Je me suis d'abord intéressé beaucoup plus aux confréries majeures qu'on connaît, qui sont installées déjà définitivement au XIIe siècle. Dans les confréries qui sont venues après, on a la Naqshbandiya, XIVe siècle, et la Tijaniya, qui est un ordre indépendant du reste, XVIIe siècle. Donc, je me suis intéressé davantage aux confréries majeures qui, elles-mêmes, par ce système de filiation de celles-ci-là, donc, c'est des chaînes d'appartenance, des sous-écoles de pensée, de ci, de ça, tout en gardant le même dhikr, on reviendra à ça. Donc, honnêtement, l'image, c'est... j'ai bougé comme un derviche. Un derviche, communément en Occident ou ailleurs, on dit que c'est un héros, mais en fait, moi je viens du Bled, en Algérie ou ailleurs, même ici, en Tunisie ou en Égypte ou ailleurs. Derviche, c'est derwish, un peu comme un fou. Hein. C'est des gens en haillons, ils ont... Le derwish, il a une liberté. La liberté du derwish, on ne le juge pas. Et donc, en fait, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il y a un ordre au Pakistan qu'on trouve ailleurs aussi. Ibn Battuta les rencontre lors de sa rahla au Pakistan, on les appelle des calendars. Et le calendar, c'est des gens blâmables. C'est des gens blâmables. C'est-à-dire, ils sont à l'antithèse de ce qu'on peut imaginer du musulman, a priori, s'il y a une image donnée. Le calendar, il a des cheveux hyper longs, il a des bagues, en veux-tu, en voilà, il a des colliers, en veux-tu, en voilà. La route de Katmandou, les pisteurs, les routards d'il y a X temps, la route de Katmandou, quand ils partent, les gens d'Europe ou d'ailleurs, ils traversent les déserts, les pays, ils arrivent dans la vallée de la Hunza. Dans la vallée de la Hunza, au Pakistan, c'est entre la Chine et le Pakistan, enfin bref, dans les montagnes, le Pamir, ils tombent sur des calendars. Des calendars, donc en fait, on a des derviches, des derwiches, Il y avait des rockstars, pour ne venir qu'aux Beatles, George Harrison. Il était devenu un des élèves d'un calendar de la vallée de la Hunza. Donc en fait, on a des rockstars en Europe. Quand ils arrivaient là-dedans, devant autant de détachement, autant de beauté, d'âme, d'expression, d'être, ils ont des yeux irradiants, ils ont une beauté intérieure qui suintait, qui se dégageait de partout. Ils parlaient en prose, mais il y a énormément de razals. Les razals, c'est la poésie du XIIe, de cours, d'une beauté extrême dans laquelle il y a énormément de spiritualité. Donc en fait, le soufisme n'est pas que c'est une attitude, c'est être. Et en même temps, un soufi ne dit jamais qu'il est soufi.
Donc, il y a un travail d'introspection aussi. Arrive à un moment, moi, au début, je me laissais attraper. C'était au début. Un photographe, visualiser, regarder, l'aspect esthétisme, c'est important. Tu vois des gens aux cheveux longs qui sont un peu marginaux dans la société. Tu te dis, ah bah tiens, eux, ils sont intéressants. Donc en fait, on tombe rapidement sur des faux dévots. Des faux dévots, des gens qui sont inscrits dans une démarche économique. En faisant le derviche, il fait la manche, il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent, quoi. Donc, le temps de différencier, de décompter un peu le vrai du faux, il a fallu du temps. Camille disait que je travaillais dessus depuis 27 ans. 27 ans depuis le premier déclenchement jusqu'au dernier déclenchement, il y a eu 27 ans. 27 ans, les 10 premières années, j'étais influencé par ce que je disais. La beauté, l'esthétisme, mais en fait, beaucoup de faux dévots. Dès le départ, j'avais demandé à un éditeur de faire un livre. Albin Michel, il voulait faire un livre, j'étais flatté, merveilleux. Au fond de moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai réellement du soufisme? Qu'est-ce que j'ai réellement du soufisme, si ce n'est l'aspect exotique qui sort un peu de ce que je connais. De ce que je connais. Bon. Et donc, ces 10 années ont été un moment, comme dans l'évolution des voiles, des paliers, quoi, comme on dit, des stations. Je me suis payé une station au bout de 10 ans de travail, de réflexion, au bout de laquelle je me suis dit, je suis à côté du sujet. Le sujet, je ne suis pas dedans. Même si la presse l'a fait sortir. Même si des grands magazines l'ont fait sortir. Même si un éditeur a voulu faire un livre. Même si je l'ai montré à Visa pour l'image. Tout le monde l'a aimé. Mais au fond de moi-même, je savais que je n'étais pas dedans. Donc, la somme des travaux qui ont été faits pendant 10 ans, je travaille à l'argentique, que je scanne, les fichiers, je range. Les 10 ans de travail, je les avais jetés. Je les ai mis dans la poubelle de l'ordinateur, et pour ne pas avoir de regrets, je les vidais aussitôt. Donc, j'étais reparti à zéro. Avec de l'interrogation, avec du doute, un peu plus de certitude, mais parce que 10 ans, on y arrive quand même, à sentir, à rencontrer. Il y avait des discussions, des rencontres. Et ce travail a été long sur les 7 dernières années. Long, dans la mesure où ça a duré, c'est le temps lent. Là, on vient à la photo. Les premières images faites avec ou un Leica ou un Nikon, dont le format c'est le 24-36, c'est ce qui permet pour un reporter de guerre de ne pas se poser de questions sur la quantité de vues sur un film. 36, on a le temps de shooter, de faire, et puis on trie, on fait ce qu'on appelle un édit. On prend ce qui est bon, et on met de côté ce qui n'est pas abouti, a priori. J'ai commencé avec un 24-36. Rapidement, je suis passé au 6-6. Le 6-6, déjà un format différent. C'est un film, 12 poses, plus 10 poses que 12 poses. Vu qu'il y a la première pose d'amorce, on l'évacue. La dernière pose d'amorce, on l'évacue. Donc, on a 10 poses. 10 poses, tu charges. Quand tu charges, ça prend du temps aussi. Donc, en fait, avant de faire une photo, tu es dans la réflexion de l'image. Mais parce que ça, c'est le temps lent. Ça te permet d'intellectualiser un peu plus ton image. Tu installes ton espace, tu installes ton temps, et tu installes ton cadre. Et effectivement, un cadre d'un 6-6 n'est pas le cadre d'un 24-36. Il y a plus d'informations tout de même sur une gélatine d'un 6-6 que d'un 24-36. Et pendant un moment, donc, j'ai abandonné tous les formats 24-36. Et je suis passé au 6-6. Et puis, le 6-6, il m'a donné une autre vision. Donc, en fait, ce n'est pas juste du matériel. Le matériel qu'on utilise répond, pour moi,
répond à une réflexion. Si on prend les films d'Ozu, un cinéaste japonais, il filmait 9 mm, au 9. C'est des bobines qui font, je ne sais plus, 9 mètres peut-être, 9 mètres, avec une manivelle, tu tournes. La force des films d'Ozu, quand il colle son œil sur l'œilleton, arrive à un moment, son œil, il faut qu'il le refasse, quoi. Il est fatigué, hein, fatigué. Donc c'est physique. C'est physique. La prise de vue est physique. Quand on l'associe à la réflexion en même temps, c'est physique. La pensée est physique. Et après, j'ai laissé tomber le 6-6 pour passer à la chambre au 4-5 inch. Le 4-5 inch, le pied fait 12 kilos. 12. La chambre, elle fait 15. Donc, tu as 22, enfin, on calcule, on arrive à un certain poids. Quand tu vas dans ces pays-là, tu ne peux pas aller en véhicule. Tu ne peux pas louer un véhicule. Compliqué, difficile. Soit tu achètes un âne, tu charges ton âne, tu continues. Tu le fais. Donc, c'est physique. Ce qui veut dire qu'on a le temps de la réflexion. Le travail d'une chambre, c'est autre chose. Tu as l'image mentale, tu as la couleur mentale. Tu poses ton pied, le pied d'appareil photo, tu le déploies et tu mets un plan film. Mais un plan film, et s'il y a de la lumière, c'est foutu. Donc il y a tout ce qui va avec. Les sacs noirs, il faut les faire des tests, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas juste une approche, j'ai un travail sur le soufisme, tu te réveilles un matin, ah bah tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah bah tiens, le soufisme. Hein. Ça relève d'une réflexion. Donc il y a le temps de la réflexion et le temps de l'espace géographique. Et en même temps, comment on aborde un travail. En ce qui me concerne, je peux avoir une idée, elle trotte. Ça peut durer des années. C'est quand l'urgence est là. Qu'est-ce qu'une urgence? Tu dors, tu penses à ça, tu te réveilles, tu penses à ça. La somme des choses banales que tu vois autour de toi, une pierre, un moucheron, n'importe quoi, tu l'associes. C'est l'urgence, c'est de l'obsession. Quand tu es dans cette obsession, tu es dans ce qu'on peut appeler ta vérité. Il y a différentes sortes de vérités, c'est un fait, mais ta vérité à toi, c'est celle-là. Voilà, en gros, comment le travail a débuté, même abouti. Donc, je ne l'ai pas fait dans un souci ni de parution, ni de vente dans un premier temps, même dans un deuxième temps. Ça a été un travail. Qu'est-ce qui m'a poussé donc finalement à le faire? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Ça avait été un accident de voiture en Algérie. Je travaillais sur Isabelle Eberhardt. J'avais une 504, c'était l'époque. Du parcours d'Isabelle Eberhardt, pour les gens qui la connaissent un peu, romancière, voyageuse, aventurière, mystique, parce qu'elle s'était découvert des confréries. Elle était Qadiriya, Tijaniya, Rahmaniya, enfin bref. Et quand tu vas sur les traces de quelqu'un, bah, forcément, on essaye de s'imbiber d'une présence. Et la présence là, en l'occurrence, c'est celle d'Isabelle Eberhardt. Et donc, on revient du sud, vu qu'elle a bougé beaucoup dans le sud, et on arrive sur un petit bled des hauts plateaux qui s'appelle El Bayad. El Bayad, à l'époque, c'était 10 maisons. Mais comme elle est sur un axe militairement, en termes de stratégie, de je ne sais quoi, ça il faut demander aux militaires en Algérie, il y a une garnison militaire là-dedans. Et c'est une époque où on a ce qu'on appelle l'espionnite. D'ailleurs, ça continue, hein, pas qu'en Algérie, entre nous. Un photographe qui prend un appareil photo, rapidement, il faut qu'il se justifie s'il finit par en tôle, quoi. Enfin, ça fait partie du folklore. Donc, El Bayad,
Et je disais à mon ami qui était dans la voiture, ne bouge pas de la voiture, je vais acheter de quoi manger et on continue. On dort dans la voiture, loin d'El Bayat. Parce que je n'avais pas d'autorisation, ni de photographier, ni de... La jeune fille descend de la voiture. Elle laisse les clés dans la voiture. Ce qui veut dire qu'on est resté bloqué dehors. Toute la garnison militaire était venue pour donner un coup de main comment ouvrir la portière. Et enfin, ils ont réussi. Et ils ouvrent la portière. Mais alors, c'était la nuit. Nous, ça ne nous dérangeait pas. La nuit, c'est pas grave. Sauf qu'il y avait une famille qui insistait pour qu'on dorme chez elle. On était là, bon, poli, bien. Et on avait accepté. D'une nuit, on était restés 7 nuits. À aucun moment, ils ont dit, c'est votre femme, avez-vous des enfants, êtes-vous mariés, êtes-vous musulmans? Il n'y a jamais eu ces questions, jamais. On était là, franchement, peace and love, quoi. Ce n'est qu'en partant qui disaient qu'ils sont Tidjani. Moi, ça ne me disait rien, Tidjani. C'est quoi ce truc? La Tidjania. Je ne savais pas. Je commençais. Bien, ça cogitait un peu en tête. Donc là, c'est comment ça a commencé réellement, quoi. J'entrais en France, je partais pour un magazine en Inde. J'avais un travail à faire à Bombay. Ils ont réservé un billet d'avion, ils l'ont réservé sur Delhi. Delhi, Bombay, c'est loin. D'accord? Delhi, Bombay, c'est le bout du monde. Soit tu prends l'avion, j'ai pas envie. On avait loué un taxi, Tata, de Delhi, et on est parti. Tombé de la nuit, on arrive dans un bled qui s'appelle Ajmer. Puis bon, on dort. On se réveille le matin, on fait un peu de tourisme. Et puis je vois une bâtisse, du marbre, polychrome, un dôme, très beau. J'entre. C'était le sanctuaire de la Chistiya, l'un des ordres majeurs du sud-ouest asiatique. Avec Muhyiddin Chisti, XIIe siècle, il était venu avec Akbar. Il faut juste dire une chose, c'est que les conversions, j'ouvre une parenthèse là, les conversions en Asie centrale, c'est fait justement par des soufis qui accompagnaient les troupes. Oui, les conversions, c'était pas complètement, c'était pas binaire, c'était pas vous êtes soit hindou, soit musulman, vous pouvez rester entre les deux. Non, les conversions, les intouchables. Ouais. Exemple, si on reste en Inde, un intouchable, pour qu'il échappe à sa caste, s'il se convertit à l'islam, il n'est plus intouchable, il est libre. Il se convertit, il n'est plus intouchable. Non, mais l'histoire, c'est celle-là. Qu'est-ce qui fait que la majorité des musulmans en Inde vient de la case des intouchables, au départ? Ils ont gardé leur nom, en fait. Ils disent que oui, ils ont converti de Brahma, ou ils ont converti de marchand, ils ont converti de Dali. On pourrait toujours le savoir, en fait. De quel caste ils venaient, ça on peut... Un brahman, il reste brahman. C'est la classe dominante. C'est la classe dominante. Ceux qui subissent le plus, c'est bien les intouchables. Il y a un karma qui n'est pas bien, ils sont intouchables. Ils ne peuvent pas remettre en question les castes. En Inde, si tu remets en cause les castes, tu es un subversif, un révolutionnaire. Donc en fait, on n'est plus dans la religion, on est plus dans une démarche politique. On remet en question. Donc, XIIe siècle, les conversions et tout ça, pour échapper justement à cette caste. Les intouchables, une fois qu'il est converti, il n'est plus intouchable, il est musulman. S'il est converti, il est musulman. Non, mais il y a des castes, il y a des études qui montrent que même dans les musulmans en Inde et Pakistan, il y a des castes. D'accord. Ils sont gardés. Donc, je continue. Et donc, la Chistiya accompagnait Akbar. Akbar qui allait... occupé par le Pakistan, l'Inde, Fatahpur Sikri, la première ville, Agra, deuxième ville, et ainsi de suite. Et donc, en fait, la conversion, souvent, avait été faite par des poètes qui accompagnaient ces troupes d'occupation
où il y avait des rasades, de la poésie. Donc, l'esthétisme même du mot a réussi à convertir. Donc, Ajmer, je reviens à Ajmer, je visite, et je découvre la Chistia. Et j'étais resté 1 mois. Donc, je n'ai pas été à Bombay, j'étais resté là. Ça a commencé comme ça. Panne de voiture, Bombay, Chisti, et ça a donné 25 ans. 27. Voilà. Un gros voyage. Et justement, par rapport à la question du matériel du photographe, parce que je me demandais comment on y entrait. Parce que dans ces sociétés qui peuvent parfois, comme c'est dit d'ailleurs, être clandestines parfois, donc ne pas vouloir se montrer ou rester discrète, etc. Comment est-ce que tu entrais là avec eux pendant aussi qu'ils pratiquaient? Comment ils t'ont accueilli? Et là, tu as répondu déjà par rapport à comment ça a commencé. Ça a commencé de manière naturelle. Ils t'ont invité déjà. Oui, oui. Moi, j'aime bien les anecdotes. Les anecdotes. On avait fait un parcours pour un magazine, un sujet, 2 photos chaque jour. C'est les séries d'été. Dans des magazines, donc tu vas dans un pays. Dans l'occurrence, on est parti on avait été du Kirghizistan en Ouzbékistan. En Ouzbékistan. On arrive à Tachkent. J'ai su que le collège de philosophie orientale est à Tachkent. On avait été voir. Et je tombe, donc, en l'occurrence, il est devenu copain, donc Thierry Zarkon, directeur du centre. Zarkon, enseignant à l'EHESS, dans la spécialité et le soufisme, il fait soutenir des thèses autour du soufisme, et il parle l'ourdou, le turkménistan, enfin bref, c'est réellement investi. Et je lui avais dit, bah tiens, est-ce qu'il y aurait moyen d'assister à un dhikr naqshbandi? Il y a ceci de différent dans les différents dhikrs. Je le dirais mal. Il y a ce qu'on appelle le dhikr extérieur, c'est-à-dire on entend les gens faire un dhikr. Il y a ce qu'on appelle le dhikr qalb, intérieur, quoi. Les naqshbandis, ils ont un dhikr intérieur. C'est-à-dire, à aucun moment, il y a un son qui ne sorte. C'est l'une des confréries les plus hermétiques au XIVe siècle. Et donc, je disais à Zarkon, qui est déjà à Tachkent depuis un moment, dans la spécialité, justement, il a écrit des livres, en veux-tu, en voilà. Et je lui avais dit, est-ce qu'il y a moyen d'assister à un dhikr naqshbandi? Il dit, oh là là, ça fait X temps que je suis là, on n'a pas pu, c'est impossible et tout. Bon. J'ai été voir dans le village de Mohiddin Naqshband et le teke, les gens, et ainsi de suite. J'ai été voir le shir, là en l'occurrence on les appelle les pires, P-I, accent circonflexe, R, le pire. Et je lui avais dit, est-ce qu'il y a un moyen d'assister à un dhikr? Ce n'est ni oui, ni non, ni rien. Tu vois, ils ne sont pas dans la confrontation. C'est à toi de comprendre, ce n'est pas possible. C'est un dhikr intérieur, tu vas déranger les gens, et ainsi de suite. Peut-être tu peux dire ce que c'est un dhikr, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Le dhikr, j'espère ne pas dire de conneries. Le dhikr, c'est... oui, c'est ce qui différencie une confrérie d'une autre. Ça part d'un verset du Coran, il me semble, ou d'une phrase, d'un verset du Coran, récité d'une manière
dans une respiration et qui détermine l'appartenance d'une confrérie. Tous les dhikrs, à la limite, se ressemblent. C'est dans le wird, c'est-à-dire le wird, le titre de l'exposition, c'est le wird qui détermine avec le dhikr l'appartenance d'une confrérie. Donc le dhikr, c'est une litanie avec une inspiration, une expiration qui te mène à la transe. Au bout d'un moment, il sent dans une espèce d'implosion intérieure. Et donc là, ils se mettent en transe. C'est la conjugaison du wird et du dhikr. Donc moi, je disais ce qu'il y a moyen d'assister au dhikr. Donc, ni oui ni non, à toi de comprendre que c'est non, quoi. Mais je connais le cheminement au bout d'un moment. Je n'ai pas abordé ce sujet spirituellement. Moi, je l'ai abordé, je travaillais dessus. Donc, j'ai une distance. Et c'est à ce moment, un mois avant, j'étais à Multan. À Multan, Multan, au Pakistan, où était enterré Shamsuddin Tabriz. Shamsuddin Tabriz, qui est le maître de Jalaluddin Rumi. Et là, ils avaient accepté pour que j'assiste au dhikr. Donc, j'ai assisté au dhikr, Naqshbandi, à Multan. En Ouzbékistan, le monsieur ne voulait pas. C'est pas non. À toi de comprendre que c'est non. Et je lui avais dit, le mois dernier, j'étais au Pakistan, à Multan, en sachant que je venais. Le pire, je donne le nom du monsieur, m'a chargé de vous saluer. Et là, toute son attitude a changé. C'est-à-dire, j'ai une filiation, moi-même. J'ai une filiation. Et de là, il m'a dit, vous pouvez assister sans problème. Et j'avais assisté donc à ce dhikr. Ça, c'est pour répondre. Effectivement, il y a des confréries hermétiques. On ne peut pas aborder comme ça un lieu sans connaissance, sans référent, sans en même temps être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire on n'aborde pas d'une manière ignorante un lieu, un événement, une confrérie, une histoire. C'est le cas au Mali, par exemple. Au Mali, très gentil. Le monsieur, il m'accueille, il n'y a réellement pas de problème. On a bu un thé, mais il ne donne rien. Il ne donne rien. Il a un visage gentil, ok, mais il ne donne rien. Arrive à un moment où je lui parlais de Khalwa, de sa filiation à lui, de qui est son shir avant, qu'il était son weird. Ce ne sont que des mots-clés, au fait. Ce ne sont que des mots-clés, mais qui te situent de fait dans l'histoire. À partir de là, il a compris qu'il peut faire confiance. Et de là, tu fais ce que tu veux. N'hésitez pas, parce que Bruno, comme vous le voyez... pour le... Oui, ça me rappelle une anecdote que tu as racontée du No Picture. Ça s'est éteint. Ah oui, No Picture. Justement, par rapport à on peut pas vraiment, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'intimité, mais comme tu l'as dit, d'intériorité, de quelque chose de sacré. Et tu rentres avec eux, toi qui n'es pas vraiment avec eux, mais en même temps avec eux, parce que tu as vécu quand même 27 ans. Oui, on fait sur la durée. Voilà. Mais tu parles toi-même d'une expérience que tu es en train de vivre. Et la question de tout à l'heure, par rapport à Albin Michel et de l'édition, ce qui te posait problème, c'est comment rendre le mode de représentation, comment rendre le fond et la forme, l'intérieur, ou cette intériorité, ou l'expérience à travers la photographie. Oui. Après, se poser effectivement le problème de la représentation. C'est-à-dire, on est dans le factuel, on voit un événement, on le photographie. On se suffit de ça, on rentre et on dit on a fait un travail, ou alors tu dis non. Le factuel, c'est une chose. La représentation du factuel, c'est autre chose. Comment avoir une lecture
intériorisé d'un sentiment, d'une vibration. Comment rendre compte d'une khalwa? Comment rendre compte d'une transe? Comment rendre compte de la vibration d'une personne intérieurement? Si on prend les Gnawa au Maroc, les Gnawa, ils font ce qu'on appelle une lila, la lila, une nuitée. La lila, c'est, on fait venir le préposé aux soins, entre guillemets, et puis on a le ma'alum, le maître des Gnawa. Ça commence avec du mahadjoun, bien sûr, une préparation, machin truc muche. Et donc, il joue de la musique. Il joue 24 ans, 24 heures, et tout ça est kabbalistique, entre guillemets. Bon. Pour les Gnawa, ils travaillent sur les couleurs. Mais parce qu'une personne, c'est une auréole de couleurs. Une personne, c'est une auréole de couleurs. Tu es heureux, c'est cette couleur, tu dors bien, c'est cette... Enfin bref, c'est une auréole de couleurs. On est constitué d'énergie, et l'énergie en tant que telle, c'est une couleur. Le Gnawa, il joue un rythme, dans un rythme. Si la personne tombe en transe, à ce moment-là, c'est la couleur qui lui manque. Il la lui restitue. Donc en fait, dans le spectre lumineux d'une personne, s'il arrive à un moment où il est désorganisé, pour eux, c'est une couleur qui manque. Donc ça, je le savais dès le départ, depuis que j'étais gamin, en fait. Oui, je viens de Kabylie, des montagnes en Algérie. La couleur nous constitue. Et pour revenir aux images, effectivement, on me posait des questions sur les dominants. Je ne fais qu'essayer de restituer l'état mental, l'état spirituel d'une personne. Et l'état mental spirituel d'une personne, intrinsèquement, est un état mental de couleur, d'énergie. C'est en gros l'explication du travail. Il y a aussi le temps de pause, apparemment, qui est assez présent dans les images. Ah, pardon. Je disais, il y a les couleurs, mais il y a le temps de pause qui fait qu'on a des images assez étranges, non pas floues, mais qui apportent une étrangeté à ce qu'on voit. Et ça, c'est en lien avec la lumière en présence à l'endroit où tu prends la photo, ou c'est le travail qui vient par la suite que tu Non, fais. c'est tout un ensemble. Enfin, ce que je disais, j'ai l'image mentale d'abord. Oui. En même temps, j'ai parlé de couleur, la couleur qui nous constitue. Après ça, il faut avoir des notions de technique, de physique, de chimie, de ci, de ça, quoi. Bon, normalement, on l'oublie. Quand on est en pose B, quand on donne un temps long, il y a ce qu'on appelle l'effet de réciprocité. C'est-à-dire quand on est sur une couleur RVB, rouge, vert, bleu, cette couleur, quand on est en pose B, c'est-à-dire à partir même de 2 secondes, il y a déjà une intervention du temps sur la chimie et on développe une dominante. Cette dominante, tu la cherches, mais parce que je parle de couleur. Si je veux que tu sois, exemple, mauve, je sais qu'à partir d'un temps de pause avec une lumière donnée, j'obtiens ce mauve. Donc, il y a une lecture. Au lieu de corriger cette dominante, je la provoque, mais parce qu'elle fait partie du vocabulaire. C'est une écriture. C'est un langage, c'est un vocabulaire, et à partir de là, tu peux communiquer. On ne communique qu'à travers des mots qui ont un sens, un vocabulaire. Le plus juste possible. La compréhension vient de là. Sinon, on est dans l'approximatif. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de mésententes chez beaucoup de gens. C'est des gens qui ne donnent pas le même sens au même mot. Souvent. La justesse de quelque chose, c'est important. Donc, je travaille effectivement dans des poses longues, mais parce que j'aime les mauvaises lumières, ce qu'on peut imaginer comme étant mauvaise lumière,
Mais parce qu'il y a une dominante, c'est crachin, c'est pas bon. C'est là où on intervient, où la chromie du film va dans tous les sens. Donc, dès lors qu'elle va dans tous les sens, comme un sculpteur, tu prends un burin, tu prends un marteau et tu sculptes. Et tu fais ce que tu veux. La lumière est une matière que tu peux sculpter. C'est ce qui se passe. Un peu comme le désert, parce que tu parles du désert aussi de cette manière-là, comme de l'argile que tu modèles. Oui. Là, ouais. Là, je veux t'emmener, oui. C'est l'émission de France Culture. Ouais, oui, je disais justement. que je malaxe ça comme l'argile. Ouais. Justement. Et oui, effectivement, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Le désert, je l'avais approché en termes de quantité. Comme je le disais hier, je me répète, mais je suis désolé pour les gens qui connaissent déjà l'histoire. Je partais pour un magazine, donc je questionnais un paysan sur son puits. Quelle est la profondeur du puits? Le puits faisait 21 mètres et 20 cm. Je dis, mais pourquoi tu rajoutes 20 cm? 21, c'est déjà énorme, quoi. 21, c'est un trou. Les 20 cm, c'est le dernier coup de pioche qui a fait qu'il a trouvé l'eau. Donc la vie. Eh ben, à partir de là, tu te fais une équation rapide dans ta tête en disant, putain, ce mec, il est balèze. Et donc tu mets en concurrence les 20 cm et les milliers de kilomètres carrés qui est autour. De l'importance des choses. Qu'est-ce qui est important? 20 cm, des milliers de kilomètres carrés. La réflexion est partie de là. Donc il y a une part de philosophie, c'est un fait, et tu travailles sur l'absurde. C'est merveilleux de travailler sur l'absurde. En mathématiques, je crois, on dit le raisonnement par l'absurde. Je ne suis pas matheux, hein, je vous le dis, quoi, s'il y a des enseignants. Mais le raisonnement par l'absurde vous mène à quelque chose d'autre. Si on ne part pas de l'absurde, on va rester dans la commune mesure des choses. La commune mesure, le sens commun. Alors qu'il faut sortir du sens commun. La singularité, c'est le raisonnement. C'est à partir de là que tu peux dégager un langage. Un langage. Dès que tu as trouvé ton langage, il n'y a plus de problème. Et donc le travail que tu as mené autour du soufisme, ou plutôt dans le soufisme, est-ce que tu le penses comme parallèle au travail que tu mènes par rapport à l'idée de désert? Ou est-ce que c'est un tout? Moi, je pense que c'est un tout. En fait, c'est toujours un questionnement. J'ai fait un travail qui s'appelle Métaphora. Métaphora, c'est comment décrire l'homme nucléique. L'homme nucléique. L'homme nucléique qui vient de l'atome, qui vient le début du début. Je me rends compte, je photographiais dans le détail des portraits de gens, soit c'est des tailleurs de pierre, des paysans, des ci, des ça. Je fais un tirage, exemple, d'1 mètre carré d'une paume de la main, la paume de la main, 1 mètre carré. Tu photographies son travail, admettons un tailleur de pierre. Tu prends la paume de la main du paysan, du tailleur de pierre. Tu prends la pierre, toujours sur 1 mètre carré. Tu l'agrandis, il y a un mimétisme. On a du mal à différencier la paume de la main de la réalisation. On est dans le mimétisme de ce qu'on fait, de ce qu'on est. C'est ce que je peux appeler l'homme nucléique. Dans un rapport à 1-1, en macro-photographie, quand tu donnes la vraie valeur, telle chose en dimension, on est dans le mimétisme. Ce qui différencie les choses, c'est le recul. C'est quand on s'éloigne. On s'éloigne, la paume, le bras, le cou, bref, la personne. Donc, ouais, il y a une différence. Mais dans la macro des choses, il n'y a pas de différence. Et c'est intéressant parce que moi, j'aimerais bien, je suis curieux de découvrir le travail que tu as fait justement par rapport au désert. Et
C'est aussi par rapport aux essais nucléaires qui ont été faits dans le désert algérien. Ça, c'est un autre sujet. En fait, j'ai travaillé sur les essais nucléaires en Algérie. C'était pas un sujet que je voulais faire. Moi, je travaillais sur l'idée du désert. Donc, du coup, le désert, pour moi, n'est pas une géographie, c'est une idée. Comment on aborde cette idée de désert? Dans mes déplacements, effectivement, je tombais sur des choses qui me paraissaient bizarres, quoi. À un moment, j'allais de... Donc, c'était un aspect du pays qui ne m'intéressait pas, au fait, où je me disais, il y a déjà des gens qui ont travaillé dessus et qu'il n'y a pas lieu de travailler dessus. Ça ne m'intéressait pas. J'étais à Regan, pour les gens qui connaissent. De Regan, j'allais à Borj Badji Mortal. Borj Badji Mortal, c'est à la frontière du Mali, par une piste, et ça traverse le Tanzrouf. Le Tanzrouf, c'est réellement un désert de désert. Que du plat, que du plat, que du plat. La piste, elle fait 5 km. Quoi. Donc, en fait, elle fait 5 km. Tu peux te perdre. Ouais, tu peux te perdre. Et Regan, le premier essai, donc Gerboise bleue, Regan. Je le savais. OK. J'allais par là, au fait, je passais pour aller à Borj Badji Mortal. Et je tombe sur un corps de chèvre, une chèvre, à quelques encablures du pôle de tir. Cette chèvre, je m'arrête, je la regarde, elle me paraissait bizarre. Elle a les poils, elle était comme... on dirait qu'elle avait subi une espèce d'insolarisation. C'est ce qui m'était venu en tête, ou alors une explosion quelconque avec une lumière immense qui a figé, et je la regardais. Je me disais, putain, je fais une image, sans savoir ce que je vais en faire. Bon, voilà, je la mets de côté, je continue, et à un moment, moi j'ai une maison dans la région de Tamanrasset, je suis en train de construire. Hein. Je l'ai acheté. Donc je passais tout le temps par la nationale 1, c'est la nationale qui part du nord au sud. Elle passe par un coin qui s'appelle Ineker. Ineker, je vois des barbelés, une caserne militaire à côté. Ben, quand tu descends, tu es arrêté, papier, qu'est-ce que tu viens faire, t'es de quelle nationalité? Et pourtant, je donnais un passeport algérien. Hein, algérien. Le mec qui dit, vous êtes de quelle nationalité? Enfin bref. Et... mais à aucun moment, je n'avais pensé que... Donc, il y a des barbelés, hein, c'est fermé et tout. Je n'avais aucune idée du lieu. Qu'est-ce que c'était? Et puis, à un moment, j'avais été sur Google Maps. Je vois Améthyste, Berry. C'était écrit. Mais je ne savais pas que c'était les noms des bombes. Moi, j'ai un frère qui est antiquaire. Antiquaire, je dis, attends, si tu veux être richement vieux, il faut aller à Ineker. Hein. Tu vois, il y a plein de mines. Améthyste. Voilà. Je confondais ces noms comme étant des mines. Je disais, mais je passais tout le temps par ici, jamais vu de camion, jamais vu de pelleteuse, jamais vu rien de tout ça. Quoi. Mais en fait, c'était les noms des bombes. C'est pour vous dire que je l'ai abordé dans un premier temps d'une manière réellement lointaine, sans être au courant. Et au bout d'un moment, je me suis intéressé au sujet. C'est venu de rencontres, et après, il y a eu réellement de l'investigation, de l'enquête, quoi. De l'enquête. Ça avait donné un film qu'on appelle Atome. Atome, c'est un jeu de mots, c'est atome, c'est at-home, c'est de l'atome à la maison. Entre at et homme, il y a un H. Donc, atome, puis qu'il y a des gens qui récupèrent. Il y a des gens qui récupéraient des matériaux ayant servi à cette bombe. Là-dedans, ils les emmenaient chez eux, sans savoir qu'ils sont en train d'emmener de la radioactivité et des choses comme ça, quoi. Et donc, et là, je le continue au fait. J'ai une exposition d'ailleurs en ce moment en Allemagne qui s'appelle Redessiner la tragédie. Moi, je montre un film et je montre une série d'images. Une série d'images qui parlent des droits de l'homme, donc qui nous replonge dans la guerre civile en Algérie en 92,
quand l'État algérien s'est mis à arrêter beaucoup de gens, donc ils ont arrêté des civils, ils les ont envoyés dans ces camps radioactifs, donc ils les ont envoyés volontairement, ils les ont enfermés. Ce travail, c'est persona non grata, donc il est rajouté à l'exposition. Donc du coup, ça a ouvert énormément de choses. J'ai travaillé sur un village, le village de Mertoutek, qui avait subi du jour au lendemain la radiation. À vol d'oiseau, Ineker, Mertoutek, il y a une quarantaine de kilomètres. Mertoutek est un village au fond d'une vallée, donc tu as une montagne autour. Le nuage de Béryl, la bombe, c'était une bombe non contenue. Donc c'était une explosion souterraine. Comme des pieds nickelés, les gens qui ont fait la bombe, je ne sais pas comment on les appelle en France, comme faire une bombe coûte cher, faire un essai coûte cher. Ils ont fait donc des trous dans une montagne d'1 kilotonne, sauf qu'ils ont fait exploser une bombe de 4 kilotonnes. Et donc, la montagne s'était écroulée, le nuage radioactif est parti, les gens sont irradiés, des militaires étaient irradiés, l'ancien ministre de la Défense, à l'époque, Mesmer, était mort de la radioactivité, puisqu'il était. Il avait assisté. Et donc, le nuage est parti, il bute contre la montagne du village de Mertoutek, il descend sur le village. Le lendemain, il y avait 22 morts. 22 morts, le lendemain. Et donc, c'est une enquête. C'est une enquête qu'il faut faire loin des autorités algériennes, parce qu'ils n'aiment pas trop. En même temps, quand on travaille sur les droits de l'homme, sur ces gens qui sont enfermés par la faute du gouvernement d'époque, donc c'est délicat aussi. Enfin bref, c'est deux choses différentes, quoi, mais d'un même lieu. Ça a donné une exposition qui s'appelle « Nous n'irons pas nous promener ». Nous n'irons pas nous promener. Tu te réveilles un matin, tu es en famille, tu as envie d'aller en pique-nique, le ciel est bleu, la roche est belle, tout est merveilleux, ça sent bon. Tu as envie de pique-niquer en famille, c'est bien. Eh bien, il y a des no man's land qui ne sont même pas nommés, où tu ne peux pas y aller. Donc en fait, cette liberté immense de l'image qu'on se donne du désert, comme étant un lieu originel qui remonte à la nuit des temps, eh bien, ce lieu, non seulement il est urbanisé actuellement, en même temps, tu as des no man's land dans ce désert qui t'empêchent. Donc, contemporainement, cette bombe t'empêche d'aller dans quelques lieux, dans quelques coins. Nous n'irons pas nous promener. C'est le titre de l'expo. Eh ben, très bien, je crois qu'il y a une question au fond. Oui. Bonjour, salut. J'ai juste une question par rapport à la lumière. Dans les photos, comment vous installez J'ai lu ce magnifique quote, disons, vous utilisez un peu de lumière pour balancer le temps et le lieu. Donc, comment vous installez la lumière dans vos photos? Moi, je travaille en lumière du jour en général, mais si on prend les images des Khalwa, c'est des lieux où il n'y a pas de lumière, quoi. C'est des lieux où il n'y a pas de lumière, ou à peine éclairé. J'utilise cette non-lumière comme étant réellement la lumière que je veux. La non-lumière, donc ce noir, détermine un processus de travail chimique, de manipulation. Ce noir devient un outil, en fait. Ce n'est plus un handicap, bien au contraire, je l'utilise. Je le détourne comme étant un outil à travailler. Est-ce qu'il y a de la manipulation dans la chambre noire après On est toujours obligé de manipuler. Moi, je ne fais pas de la photographie d'information en disant que là, il y a ça, tu ne peux pas détourner
déontologie, machin, truc, muche. Donc là, en l'occurrence, tu as l'AFP, Reuters, AP, ils font leur travail. Quand j'étais reporter, j'avais une déontologie aussi, mais là, je suis libre. Là, je suis libre. J'utilise du cyanure, j'utilise tout ce qui me passe en tête. Et je mène des expériences, je fais bouillir le négatif, je mets dans de l'acide, je le raie, je le manipule. Ça devient un matériau. La photographie est juste un matériel. Un sculpteur, il a un bout de pierre ou de roche. Moi, j'ai une gélatine et je la manipule. L'essentiel est le sentiment qui s'en dégage, quoi. Après tout, une image qui ne suscite pas un questionnement, c'est juste une image d'illustration. Merci beaucoup. Une question ? Non ? Ben moi j'ai une question. Encore une. Je suis désolé. Non, vas-y. C'est en rapport à ce que tu disais une fois, j'ai écouté un entretien avec toi, où tu parlais du moment où tu as décidé, où tu es parti arpenter le monde. C'était en réponse à, ou plutôt la réponse qu'apportait ta mère quand tu lui as posé la question de qu'est-ce qu'il y a à l'horizon. Pourquoi est-ce que c'est incurvé? Et elle t'aurait répondu... Mais comment tu sais ça? Elle t'aurait répondu... Ouais. J'ai fait des recherches. Ouais. Elle t'aurait répondu, c'est la fin du monde. Ouais. Et là, je me demande, parce que quand je vois ta pratique, et par rapport au désert, et par rapport au soufisme, je me demande si ce mot « fin » ne signifie pas... il ne signifie pas clos, c'est-à-dire fini, mais plutôt la fin comme un but ou quelque chose à atteindre. Oui, donc moi je suis né en Kabylie, en pleine montagne. Mes parents n'ont pas été à l'école. Et donc, effectivement, à 12 ans, je disais à ma mère, mais comment ça se fait que le ciel est incurvé au fond? Et elle me disait, mon fils, c'est la fin du monde là-bas. Hein? Et donc, comme on vient, nous, on ne fugue pas. Hein? En Occident, quand une personne part, il fugue. Moi, j'étais parti. Mes parents savaient que je partais. Donc, j'étais parti. À 12 ans, je faisais du stop. De fin du monde en fin du monde, j'étais arrivé en plein désert. Sans argent ni rien. Je faisais du stop. Il y a des âmes charitables qui te logent, qui te nourrissent, qui te chouchoutent. Tu es un enfant de 12 ans. Mais j'ai cherché le bout du monde d'horizon à horizon. C'est merveilleux. Donc 12 ans. 12 ans, après, j'avais été mousse sur un bateau. Je travaillais sur un bateau marchand. Je lavais le pont et les vitres. Et donc, j'avais fait 2 fois le tour du monde déjà à 18 ans, quoi, avant de m'inscrire en fac au retour. Donc, effectivement, l'ouverture du monde, tu l'as en toi. Ça rejoint effectivement, ça peut rejoindre une mystique, un derviche. J'ai dû être derviche, mais je pense que j'ai dû l'être. Ouais. Calendar sûrement. Le reste, à voir. Ouais. Oui, ouais. C'était ça. Alors, fin, est-ce qu'il y a eu une fin? Oui. Oui, non, mais justement, par rapport à la fin, ouais. Vous avez dit, là, ça, je suis intrigué là, pour le langage. Ouais. Pour les photos, là, j'ai trouvé un langage. Ouais. Même à la limite, le sujet, non, mais le langage, ouais. c'est bon, je l'ai trouvé. Ouais. Est-ce que ce langage-là, ce sujet-là, ouais. vous avez envie d'utiliser pour un autre sujet? Bonne question. Je ne crois pas, au fait. Je ne pense pas. Ouais. Moi, je pense qu'une œuvre, elle correspond effectivement à un moment. Elle correspond à un moment. Si tu es dans la reproduction, c'est un peu un taylorisme, quoi. C'est un peu comme du travail à la chaîne, quoi. Donc, non, je ne pense pas. Mais même sûr, quoi. Oui, même sûr. Là, je suis sur un autre langage encore, du diptyque, du renfermement. Comment une image se rabat sur l'autre, l'enferme.
Est-ce qu'elle l'annule ou elle la nourrit? Le débat actuel, il est autour du diptyque, en fait. Enfin, le langage, quoi, actuel. Il est autour de ça. Mais effectivement, le langage, il est unique, ouais. Bonne question. N'hésitez pas. Hein. Ouais. C'est une question très rapide. Tu me parles toujours de plein de projets à venir. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu voudrais évoquer? Je sais que tu n'arrêtes pas de penser, tu as plein d'idées tout le temps. Les projets futurs. En écriture, tu écris beaucoup aussi. Documentaire, photographie. Est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous? Oui. Dans l'absolu, le travail que je fais en France, par exemple, dans les forêts du sud-ouest, je travaille sur le commerce des esclaves. Comment ramener le commerce des esclaves aux forêts, Le bateau des négriers, ils sont quand même faits avec les bois de ces forêts. Le commerce qui a tourné autour de l'esclavagisme, de la vente des esclaves, vient de ces bois qu'on a plantés, qu'on a cultivés, qu'on a fait grandir. Comment une forêt qui te mène à respirer, à prendre de l'oxygène, de la chlorophylle, et ainsi de suite, avec un peu d'imagination, pas feinte, c'est une réalité, elle est inscrite dans le commerce triangulaire. Ça, c'est un travail que je mène, petit à petit, je le mène. Je travaille sur le portrait quantique qui rejoint ce que je disais, le premier travail sur Métaphora. Je continue le Sahara, bien sûr que oui. Je continue le Sahara. Après, le projet qui me tient réellement à cœur, en dehors de tout ça, hein, c'est finir mon projet saharien de bâti, de lieu de vie, d'art contemporain, inviter des gens, des jeunes, à s'installer, à être bien et à produire. Là, ça me tient beaucoup plus à cœur que le reste. Excusez-moi, Bruno, en visitant votre expo, c'est un voyage, vous nous invitez à voyager vers le monde de la confrérie, entre le Pakistan, la Turquie, mais je n'ai pas trouvé la Tunisie. Est-ce que c'est un choix ou, d'une part, parce qu'il y a une grande confrérie, il y a la Tijaniyya, la Chadliya, la Qadriya. Sincèrement, enfin, pas par chauvinisme, mais ça, c'est pour une chose. Et vous parlez du dhikr, et j'aimerais bien que vous expliquiez, parce que moi, j'ai assisté à plusieurs personnes qui sont là de Sidi Belhassan ou de Sidi Boussaïd, qu'on parle de dhikr. Et le dhikr, c'est plus qu'une transe. On peut même pas... On n'appartient pas à la confrérie, mais on entend, c'est une musique, c'est un chant. Et pour moi, ou le soufisme, entre parenthèses, ou la confrérie, c'est une relation spirituelle entre l'homme et le Dieu, tout simplement. Ça, c'est, enfin, pas métaphysique, mais qu'on peut pas j'arrive pas à l'exprimer, de trouver des mots appropriés. Donc voilà, si vous pouvez me répondre là-dessus. Pourquoi j'ai pas fait la Tunisie? Je suis désolé. Hein, ça m'est pas venu à l'esprit, aussi simple. Moi, je suis sûr qu'il se passe beaucoup de choses, comme il se passe beaucoup de choses dans des pays. Moi, avant, j'ai commencé par aller loin, c'est ce que je disais. Ouais. Un dérouche en Tunisie, ça veut dire quoi? Non, mais il veut dire quoi en Tunisie? Hein? Non, un fou. Ben oui. Mais oui, un dérouche, c'est pas un idiot. Mais oui. Oui, un dérouche.
Derwish, on ne le prend pas au sérieux. Ouais. Moi, au départ, j'allais loin. Je me disais, pour aller trouver des soufis, il faut aller loin. Ça, c'est au départ, quoi. Quand je me suis rendu compte que les dernières années, j'ai plus travaillé en France, dans des banlieues à Montreuil ou ailleurs, où tu tombes sur des gens qui te font des khalwas dans des appartements HLM. Donc, ce n'est pas le lieu qui importe, peu importe, en Tunisie ou ailleurs, quoi. Et le lieu importe peu. Le lieu importe peu. Maintenant, je n'ai pas fait un travail exhaustif. Hein. N'importe qui peut me contredire. N'importe qui peut dire tu racontes des conneries. Et ils ont raison. Moi, quand je l'ai montré à Visa pour l'image, moi, j'ai dit mon point de vue. Il y a une personne qui a son point de vue, et ainsi de suite. Il faut accepter. Si le thème du soufisme est aussi simple, il y a des milliers de livres qui traitent sur le soufisme. Ah ben, un livre aurait suffi, tu vois. Le mec, voilà, il a sa vérité, il a dit, c'est là. C'est ça qui est bien. Justement, c'est la confrontation qu'il peut y avoir entre la rencontre de l'un et la rencontre de l'autre. Il y a par exemple un exemple. On prend la Qadiria. La Qadiria, Abdelkader Jilani, hein, il vient du Khorasan, il vient du sunnisme. La Qadiria, c'est du sunnisme. C'est même la base du sunnisme, dans le soufisme, la Qadiria. Quand tu vas en Asie centrale, tu prends la Qadiria, elle devient hétérodoxe. C'est-à-dire, elle est teintée d'animisme. Elle est teintée d'animisme. Donc, autant la Qadiria, à Bagdad, ici ou ailleurs, c'est Abdelkader Jilani, sunni, orthodoxe. Tu vas dans le Pamir, tu vas dans ces régions du monde, ou en Inde, à Ajmer, il y a des chistés Qadiri. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, ils le sont. Et ils sont hétérodoxes. Ils viennent de la Shia. Donc, d'un côté, tu as sunnite, tu as Shia, et tout ça se mélange. Et c'est ce qui rend la chose intéressante. Le passage de l'un à l'autre est poreux. Justement, je reviens aux conversions. Il y a des peuples convertis où ils étaient animistes. Animistes à la base, quoi. Une fois convertis, il ne passe pas un coup d'éponge sur tout ce qu'il a constitué, lui, ses ancêtres, ses aïeux et le reste. Donc, il y a une part d'animisme en même temps. Donc, il y a des confréries, même en Turquie, il y a plein d'animisme dans le soufisme. C'est ce qui le rend universel. Ouais. Oui. Alors, moi, j'avais une question et je ne comptais pas la poser parce que je n'étais pas sûre si c'était vraiment une question ou pas. Jusqu'au moment où tu as prononcé le mot quantique. Ouais. Donc, du coup, je vais la poser. Ma question était donc... Non, t'inquiète pas. Pendant les moments de khalwa, est-ce que ces personnes qui t'acceptent parmi elles, ou on arrive à oublier ta présence ou te transmettre quelque chose? Mais en fait, l'essentiel est que eux, ça ne les gêne pas. Que ça ne les gêne pas de manière à ce qu'ils restent dans une attitude originelle. Maintenant, si je sens que ma présence, je parle du dhikr naqshbandi, exemple, qui se déroule dans le silence, si je sens qu'il y a une gêne de concentration, même sur une personne, je sors, je m'en vais. Alors je pense en même temps que si tu étais là, c'était aussi pour saisir quelque chose qui se dégageait de ce moment. Donc tu avais peut-être une certaine attente de capturer ce qui est insaisissable. Et pour qu'il puisse arriver à
à cet état d'abandon, moi, la question qui me turlupine, c'est est-ce qu'ils en arrivent à faire abstraction de ta présence réellement, ou est-ce qu'ils partagent quelque chose avec toi? Non. Non. Moi, je partage avec eux, bien sûr. Ce que j'aime, c'est qu'à aucun moment, ce ne sont des gens qui se disent, ils nous abordent comme soufis. Ils savent que je leur dis aussi. Je leur dis, moi, je ne suis pas soufi, je travaille sur le soufisme. De culture musulmane, donc je connais un peu. Il y a un langage, quand il est évident et possible, en fonction de la langue, existant. Après, il y a des fois où tu es accepté. Anecdote. Je vais en Andalousie, je tombe sur des Allemands soufis, El Kantara, un bled. Ils allaient voir leur maître à Istanbul. Et on m'invite. Les Allemands m'invitent. Je prends l'avion, j'y vais. J'arrive là-dedans, on me présente au maître, tout va bien. C'est dans le teke de Jalaluddin Rumi. Le teke, c'est une zaouia. Au Maghreb, c'est une zaouia, là-bas, c'est un teke. Bon, j'ai installé mon pied, lui qui m'a serré la main, on a discuté, on a parlé de choses et d'autres, avant qu'il commence à mener le dhikr. Je me suis mis au fond, ok, je fais partie des meubles. J'ai installé le pied, je travaillais au 6-7 à l'époque, quoi. 6-7, donc c'est lourd, un pied. Je l'installe, je me suis mis au fond. Et je commence à photographier. Merveilleux, une beauté, merveilleuse. Et à un moment, il me dit, il me voit, no pictures, no pictures, no pictures. Je dis, quoi, no pictures? Alors qu'il m'a vu. No pictures, tu vois. En un mot, si tu veux rester, tu restes, mais pas de photographie. Sinon, tu dégages, quoi. Moi, je dis, j'ai déjà fait 6 bobines, tu vois, j'ai déjà fait 6 bobines, de 10 poses chacune, 60. Si j'arrive pas à sortir au moins une ou deux, c'est que t'es naze, quoi. Tu vois. Donc, j'étais parti. Je reviens en France, je les donne à développer. Tout ce qui a été fait avant, j'avais les images. Les 6 bobines de la teke, il n'y en avait aucune image. Il n'y en avait aucune. C'est les mêmes films, c'est le même matériel, c'est le même moment. Comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques? Moi, je n'explique pas. Je dis, merde. Ce qu'il y avait avant, welcome, pendant, niet, après, oui. Tu vois? Voilà. Donc, en fait, tu vois, il y a trop de... Écoute, j'ai connu à Damas un monsieur qui s'appelle Abou Bakar. Abou Bakar, un Français converti d'une beauté merveilleuse. Donc, on lui a donné une maison dans le vieux Damas. On lui a donné une maison dans le vieux Damas. C'est le représentant de la Naqshbandiya pour le Moyen-Orient. Et chaque soir, on allait chez lui, des gens qui viennent de partout, et on discutait. Ce que j'aime en lui, comme c'est un francophone, donc je peux le contredire. C'est-à-dire, le langage, il n'y a pas de barrière, quoi, de langage. Et donc, voyons voir qu'est-ce qu'il va répondre, quoi. Merveilleux, on a passé des moments excellents. Un ami. Et je reviens en France, X temps après, on reste en contact un peu. Et une fois, il y avait un malaise qui a duré un moment. Je me sentais pas bien, tu vois. Et je me disais, mais putain, il y aura Abou Bakar ici. Waouh, tu vois. Au moment où j'ai formulé la phrase, mon téléphone a sonné à Abou Bakar, il me dit, je suis à Orly. Je suis à Orly. Je dis, mais viens. Et il était venu, il est resté une semaine chez moi. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Franchement, on l'appelle comme on veut, mais moi, je préfère ne pas donner ni de sens, ni de signification, ni... c'est que
Abou Bakr, admettons, on peut le comprendre. Mais des films où il n'y a rien, le mec il va dire, c'est les mêmes films, c'est le même paquet de films, quoi. C'est l'un des ordres comment dire, l'ordre a vu le jour au XIVe siècle. Moi, je disais au départ, au XIIe siècle, déjà, les grands ordres ils sont installés, quoi. Le dhikr naqshbandi est un dhikr intérieur. Comment ils font? Ils se réunissent dans une salle, donc sombre, pas de lumière. Pas de lumière. Normalement, il y a ce qu'on appelle un pir, le maître, qui mène le dhikr. Il mène le dhikr, il donne le ton. Là, il n'y a rien. Tu as le maître qui est devant le groupe. Lui-même, il est en introspection, en intériorité. Et donc, il peut y avoir 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Tu entends les mouches voler. Tu as un silence. Et au fur et à mesure du temps, le temps de leur dhikr, au fait. Et tu entends, dans le noir, des gens qui commencent à se mettre en transe. Des gens qui commencent à se mettre en transe. C'est le dhikr le plus dur. C'est le dhikr le plus difficile parce que rien que par la force de l'intériorité, tout le monde sait quand on a mal, il suffit de dire « Ah, il y a déjà un peu de mal qui part, quoi. » On manifeste, on le dit. Tu vois, c'est une question de souffle. Aïe. Là, en l'occurrence, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui entrent dans l'ordre des Naqshbandis à cause du dhikr. Ils veulent bien, mais le cheminement dans ce qu'on peut appeler le djihad nefs, c'est-à-dire la guerre qu'on se fait à soi-même, le djihad nefs, le grand djihad, c'est le djihad nefs. Le djihad des armes, c'est du pipi de chat, quoi. C'est rien. Voilà. Et donc, autant la Tijaniya, Qadiriya, et ainsi de suite, d'un djihad nefs prononcé, important, comme dans toute confrérie, dans tous les cas. La Naqshbandiya, c'est un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Et en même temps, ils sont dans la spiritualité. C'est un fait. Au XIXe siècle, les guerres là, qui avaient eu la région du monde, là, les Russes, quand ils les ont envahis, c'est où déjà Oui, en Tchétchénie et tout. Tu vois. Depuis le XIIe siècle, les guerres qui ont été menées, c'était des Naqshbandis. C'était des Naqshbandis. Les noms qu'on donnait aux guerriers au maître, c'est Chamil. Chamil, c'est un Naqshband, un maître, mais c'est un guerrier aussi. Tu vois. L'émir Abdelkader en Algérie, c'est un Qadiri. Oui. Oui, les Bektashi, ils ont des dhikrs extraordinaires. Oui, il est... Non, les janissaires, c'est des pirates. Hein. C'est des pirates de la régence d'Alger qui attaquaient des bateaux, plutôt. Un janissaire, c'est... oui, c'est un guerrier. Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Enfin, ouais. Les Bektashi, c'est spectaculaire, quoi. C'est... Ouais. Oui, du féminin, ouais.
Il y a, les femmes en font partie, bien sûr. Maintenant, ça c'est une réponse comme ça. Mais il y a des femmes qui étaient pires, pas pire. Donc chir, quoi. Ok. Au Pakistan, à Osh, c'est un bled dans le Punjab. Il y a un sanctuaire énorme, d'une beauté, 12e siècle, très très beau. Le maître, c'était une femme. Et quand on lit le livre de voyage, la Rahla, dans le livre 2 d'Ibn Battuta, il en parlait. Il en parlait de cette dame. Elle était morte depuis pas très longtemps. Ibn Battuta, comme tout le monde sait, du moins ceux qui l'ont écrit, lu, c'était un chroniqueur, c'est du journalisme en fait. Lui, il décrivait sur une mémoire courte, vu qu'elle était morte il n'y a pas longtemps, la vie spirituelle de cette dame. Je ne l'ai plus en tête, le nom. Donc la spiritualité des femmes existe, qu'on appelle des lalas, ou elle existe. Dans la mesure où c'est pas... ce n'est ni masculinisé, ni féminisé, ni sexué. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. C'est ouvert à qui veut, qui peut. Mais univers masculin, mais parce que c'est les hommes qui s'intéressent à ça. Mais il y aurait un travail sur le soufisme fait par une femme ou non, moi je ne suis pas d'accord. Quand tu vas en Afrique, quand tu vas au Mali, il y a autant de femmes que d'hommes. Quand tu vas dans ces appartements banlieue à Paris ou ailleurs, il y a autant de femmes que d'hommes. Le Maghreb, c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas trop. Hein. Au Maghreb, je ne sais pas comment ça se passe, mais ailleurs, il n'y a réellement pas de discrimination, de distinction ou autre. D'ailleurs, si tu vas en Europe, le gros des confréries soufis, c'était des femmes. Des femmes, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, je ne sais pas. Mais en Suisse ou ailleurs, tu vois, c'est féminin. Hein. Après, effectivement, il peut toujours y avoir un côté que je peux comprendre, que je peux porter et supporter aussi, du féminisme qui peut dire, effectivement, elle est où la place de la femme là-dedans? Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais il existe, quoi. Et dans la Shia, dans le soufisme qui découle de la Shia, la femme est plus importante que l'homme. On peut toujours dire qu'il n'y a pas assez, mais il n'y a pas lieu de quantifier, quoi. Bruno, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, une dernière, oui. Bonjour. Bonjour. Je suis photographe, je fais un peu de guerre un peu en Afrique, spécialement en République centrafricaine. Et ce qui m'a vraiment marqué dans la guerre civile en Centrafrique, c'était qu'à certains moments, ils sont majoritairement sont Tijani là-bas, les musulmans. Ils sont une minorité dans le pays. Mais à chaque crise ou bien à chaque tuerie, en fait, ils se retournent vers Khalwa, la nuit, dans les mosquées et tout. Et pour eux, c'était un moyen pour se reposer un peu, pour demander à Dieu de venir à leur aide et tout. Mais c'est surtout, quand ils sortent de leur Khalwa, à la porte, il y a les wahhabis, il y a les sunnis un peu durs, qui les accusent d'être derrière tout leur malheur parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Est-ce que
sur votre parcours, surtout les pays où vous y étiez, c'était pas toujours rigolo là-bas, mais est-ce que vous avez des moments un peu pareils, des moments forts, des moments tenses? Parce que là, ce qu'on voit sur les photos, oui, c'est de la spiritualité et tout, mais certainement, il y avait un peu... voilà. Oui, j'ai une anecdote. Hein. C'était après le 11 septembre 2001. Donc, les tours, on les a bombardés, écroulés, et ainsi de suite. Et on invitait des spécialistes à la télé venir vous parler des talibans en Afghanistan. À Sevan Sharif, l'Al-Shahbaz Kalandar, le maître des Kalandars, en ourdou veut dire l'aigle rouge. Mais c'est des libertins. C'est des libertins. C'est-à-dire, au nom de Dieu, rien n'est interdit. Donc, tu as des talibans qui venaient d'Afghanistan. Ils venaient à Sevan Sharif. Quand je dis libertins, c'est libertins. Ils ont des pétards gros comme ça, ils ont... bref, libertins du corps, de tout. Les talibans, ils arrivent, ils déposent leurs mitraillettes à l'entrée, parce que pour eux, l'idéal humain, pour Dieu, l'idéal humain est féminin. Et donc, il y a même des hommes qui se déguisaient en femmes. Ils se déguisaient en femmes, tout ça au nom de l'Al-Shahbaz Kalandar. C'est en cela que je disais les Kalandars des libertins. Des libertins, mais la meilleure poésie vient justement des Kalandars. Donc, les talibans, tu penses bien quand ils entrent là-dedans, ils font quoi? Eh bien, je vous laisse deviner. Donc, du coup, comme ils sont tous shootés, moi j'avais un boîtier Kodachrome 64, pas très sensible. C'est merveilleux, pas de grain, pas de ci, pas de ça. Bouge pas, il bouge pas. Je fais la photo, j'ai le temps de cadrer, de shooter, et ainsi de suite. Mais j'ai fait un reportage énorme quand j'étais revenu en France. Je le montre ou je ne le montre pas. C'est le côté spectaculaire. Il ne m'a pas intéressé. Donc, je ne l'avais pas à montrer. Je reviens au septembre avec ces invités sur les plateaux de télé. Les talibans, les talibans, les talibans. Je dis, putain, il faut que je sorte un truc pour leur dire, ces gens, ils racontent vraiment du n'importe quoi. Il y avait mon gendre, que Dieu ait son âme, une belle dame de la photo à Paris, qui s'occupait d'un magazine que je connais. Je l'appelle. Je dis, écoute, il y a tous ces gens qui racontent des conneries, voilà ce sujet. Ça, c'est des talibans, tu vois, libertins, hein, et ainsi de suite. Des chilommes et tout le reste. Donc il y a beaucoup de fantasmes sur beaucoup de choses, comme il y a beaucoup d'ignorance sur beaucoup de choses, comme il y a beaucoup de blabla sur beaucoup de choses. Quoi. Bon. Bruno, merci beaucoup. C'était passionnant. Moi, en ce qui me concerne, je pense que je vais refaire un tour dans l'exposition avec tout ce que tu viens de me raconter en tête, parce que je pense que je vais voir ces images et ces photographies d'une autre manière. Je pense que tu vas faire... voilà. À toi, Camille. T'as terminé ? Oui. Ok. Merci beaucoup de votre présence. Je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, à la même heure, donc à 15h30, et on tâchera d'être à l'heure, on a prévu une rencontre, une causerie selon ses propres mots, avec Lotfi Aïssa, qui est un brillant historien tunisien qui va nous parler du Maghreb des soufis. Et il est spécialiste de l'histoire du soufisme en Afrique du Nord. Donc ça devrait être très intéressant et ça nous permettra de poursuivre cette réflexion. Voilà, vous aurez toutes les infos sur les réseaux ou par mail, mais ce sera 15h30, même endroit, même jour, samedi 26. Merci beaucoup.